Vous êtes assis à votre bureau, le manuel ouvert devant vous, la même page depuis 1 heure. Vos yeux glissent sur les mots, encore et encore, mais rien ne rentre. Vous relisez le même paragraphe pour la 5e fois. Rien. Le vide. Pendant ce temps, dans le même amphithéâtre que vous, il y a cet étudiant. Vous savez, celui qui semble tout comprendre du premier coup, celui qui pose des questions pertinentes alors que vous essayez encore de déchiffrer le cours précédent, celui qui réussit brillamment ses examens sans jamais paraître stressé. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ? Est-ce un don naturel ? Une intelligence supérieure ? Un cerveau différent ? La réponse va vous surprendre, parce que non, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que font ces étudiants d'élite. Pas des théories vagues, pas de conseils génériques, mais des stratégies scientifiquement prouvées, issues d'une étude menée auprès de près de 700 étudiants en médecine. Ces habitudes ont été mesurées, analysées, décortiquées. Et ce que les chercheurs ont découvert va complètement changer votre façon d'étudier. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous avez l'impression de travailler dur sans obtenir de résultats, et surtout, comment y remédier définitivement. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais partager avec vous la technique que personne ne mentionne jamais, celle qui transforme véritablement l'information en maîtrise totale. Allez, on y va. Parlons maintenant d'un sujet absolument fondamental. Comment les meilleurs étudiants organisent concrètement leur journée ? Et attention, je ne parle pas ici de simples opinions ou de conseils d'influenceurs. Je parle de véritables données scientifiques, solides, vérifiables. L'étude dont je vais vous parler est particulièrement fascinante. Elle a été menée auprès de près de 700 étudiants en médecine, avec une répartition presque parfaitement équilibrée entre hommes et femmes. Les chercheurs ont analysé en profondeur leurs habitudes d'apprentissage, leurs routines quotidiennes, leurs stratégies d'études. L'objectif était simple mais ambitieux. Identifier les comportements qui reviennent systématiquement chez les étudiants les plus performants. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Dès qu'on parle d'études basées sur des questionnaires, une question légitime surgit immédiatement. Est-ce vraiment une cause ou simplement une corrélation ? Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je vais vous dire que les meilleurs étudiants étudient en moyenne 3 à 4 heures par jour. Mais voilà, on pourrait facilement argumenter 2 choses complètement opposées. Première interprétation, ils réussissent brillamment parce qu'ils étudient autant. L'effort produit le résultat. Deuxième interprétation, ils étudient autant parce qu'ils sont déjà naturellement brillants. Le talent précède l'effort. Et honnêtement, vous savez quoi ? Vous auriez raison dans les 2 cas. On pourrait débattre pendant des heures sur la causalité, la corrélation ou même la causalité inversée. Les scientifiques adorent ces discussions. Mais franchement, ce n'est pas le cœur du sujet ici. L'objectif de cette vidéo est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus utile pour vous, aujourd'hui, maintenant. Identifier concrètement les habitudes que les étudiants les plus performants appliquent encore et encore, peu importe la matière qu'ils étudient, le niveau où ils se trouvent ou le moment de leur parcours académique. Ce que révèle cette étude monumentale, et je mets le lien complet dans la description pour les plus curieux d'entre vous, c'est qu'il existe au moins 10 habitudes clés chez les étudiants très efficaces. 10 comportements récurrents, 10 patterns qui se répètent systématiquement. Mais soyons honnêtes, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser d'un coup, ce serait même contre-productif. Alors pour aller à l'essentiel, nous allons nous concentrer ensemble sur les 5 ou 6 habitudes les plus puissantes, les plus impactantes. Parce que la réalité, c'est que la majorité des résultats exceptionnels semblent provenir précisément de ces quelques habitudes fondamentales. Première habitude absolument cruciale. Les meilleurs étudiants planifient réellement leur temps d'étude. Et attention, je ne parle pas ici d'une vague intention du genre « je travaillerai quand j'aurai un moment libre » ou « j'étudierai ce week-end si j'ai le temps ». Non. Ces étudiants d'élite programment leurs sessions d'études à l'avance, comme des rendez-vous absolument non négociables. Exactement comme vous programmerez un rendez-vous chez le dentiste ou une réunion importante. Cette simple habitude leur procure 2 avantages psychologiques massifs.
Premier avantage, elles libèrent complètement leur esprit de toutes les autres obligations. Ils n'ont pas à se demander constamment « quand vais-je étudier » ou « est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui ?» C'est déjà décidé, c'est déjà programmé. Cette certitude mentale élimine une charge cognitive invisible mais épuisante. Deuxième avantage, et c'est probablement le plus important, elle élimine systématiquement les distractions. Et justement, cela nous amène directement à la deuxième habitude clé, celle qui fait toute la différence. Les étudiants performants sont extrêmement, et je pèse mes mots, extrêmement stricts avec les distractions. Leur téléphone, éteint, ou placé dans une autre pièce, pas simplement en mode silencieux posé à côté d'eux, non, physiquement hors de portée. Leur environnement, ils s'isolent volontairement. Ils choisissent des lieux où ils ne seront pas interrompus. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Ils étudient seuls. Maintenant, avant que vous ne compreniez mal ce point, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Cela ne signifie absolument pas que travailler en groupe est inutile ou inefficace. Le travail collaboratif a sa place, il a sa valeur. Mais voilà la nuance cruciale. Les étudiants les plus performants apprennent d'abord seuls, en profondeur, avant de collaborer avec d'autres. Ils préviennent leurs proches, leurs colocataires, leurs amis, qu'ils seront injoignables pendant ce temps-là. Pas de notification, pas de message, pas d'interruption. Zéro compromis sur ce point. Ces étudiants étudient effectivement bien 3 à 4 heures par jour. Mais attention, et c'est absolument fondamental, jamais d'un seul bloc, jamais dans une seule session marathon. Ils divisent intelligemment ce temps en 2 ou 3 sessions distinctes. Cette fragmentation stratégique permet de maintenir un niveau de concentration optimal sans épuiser complètement le cerveau. Parce que oui, votre cerveau a des limites physiologiques et les meilleurs étudiants les respectent. Le résultat de cette approche? Un temps d'étude régulier et prévisible. Au moins 5 jours par semaine, systématiquement. Une gestion beaucoup plus intelligente de l'énergie mentale. Votre cerveau apprend à anticiper ces moments. Il se prépare. Il optimise ses ressources cognitives pour être au maximum de ses capacités exactement quand vous en avez besoin. Voici maintenant une autre habitude absolument capitale, mais dramatiquement sous-estimée. Les meilleurs étudiants enseignent systématiquement ce qu'ils apprennent. Ils prennent volontairement le temps d'expliquer la matière à leurs camarades. Ils deviennent des professeurs informels. Et je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent en ce moment même. Je peux presque entendre vos objections. Attends, pourquoi est-ce que j'aiderais les autres si on est en compétition? Est-ce que je ne leur donne pas un avantage injuste sur moi? N'est-ce pas contre-productif dans un système où je suis noté par rapport aux autres? Ce sont des questions légitimes, vraiment. Mais voilà ce que révèle la recherche et c'est absolument fascinant. Même si cette étude n'a pas mesuré directement l'impact sur les étudiants qui reçoivent l'aide, c'est-à-dire ceux à qui on explique la matière, une chose est parfaitement, indiscutablement claire, ceux qui apprennent d'abord seuls puis qui enseignent activement aux autres surpassent largement, massivement tous les autres étudiants. Pourquoi ? Parce qu'enseigner est probablement l'un des moyens les plus puissants, les plus efficaces pour accomplir 3 choses essentielles. Premièrement, testez réellement votre compréhension. Pas votre illusion de compréhension, votre compréhension authentique. Deuxièmement, repérez instantanément vos lacunes, les zones floues, les concepts que vous pensiez maîtriser mais que vous ne pouvez pas expliquer clairement. Troisièmement, transformez la simple information en véritable maîtrise profonde. Il y a un gouffre entre « j'ai lu ce concept » et « je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre ». Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. Dans les laboratoires de recherche où j'ai eu la chance de travailler, il y avait une règle simple, presque sacrée, héritée d'anciens chercheurs expérimentés. Observe une fois, fais-le une fois, enseigne-le une fois. 3 étapes, pas plus, pas moins. D'abord, vous regardez attentivement quelqu'un accomplir la tâche. Vous observez chaque détail, chaque nuance. Ensuite, vous pratiquez vous-même, sous supervision. Vous faites l'expérience directe. Enfin, vous expliquez la procédure à quelqu'un d'autre. Vous enseignez. Cette méthode simple mais incroyablement puissante permet de passer progressivement de la simple connaissance théorique à la maîtrise pratique réelle. Et, avec le temps et la répétition, à l'excellence véritable. Bien entendu, j'insiste sur un point évident mais important. Cette approche s'applique uniquement à des situations sans danger.
Personne ne suggère d'apprendre la chirurgie en 3 étapes comme ça. Ici, nous parlons bien sûr d'apprentissage académique, d'études, de matières intellectuelles, donc absolument aucun risque. Revenons maintenant à l'idée principale, au cœur du système. Les meilleurs étudiants réservent un moment précis dans leur journée. Ils étudient seuls, volontairement isolés, sans aucune distraction. Cette configuration optimale leur permet d'ancrer profondément, viscéralement, leur concentration. Ils comprennent intuitivement quelque chose de fondamental. Leur attention est certes limitée, mais elle est aussi renouvelable. Et voici où la science devient absolument fascinante. En neurosciences modernes, nous savons maintenant avec une certitude absolue que plus vous restez éveillé longtemps, plus une molécule spécifique appelée adénosine s'accumule progressivement dans votre cerveau et dans votre corps. C'est précisément cette molécule qui crée la sensation croissante de fatigue mentale, cette impression que votre cerveau ralentit, cette difficulté grandissante à maintenir votre focus. L'adénosine agit comme une signal chimique qui dit à votre cerveau « Hé, ça fait longtemps que tu es éveillé, il est temps de ralentir, il est temps de te reposer ». C'est exactement pourquoi structurer intelligemment son temps, fractionner ses sessions d'études et protéger jalousement son attention est absolument, fondamentalement essentiel pour apprendre efficacement. Cette accumulation progressive d'adénosine est précisément ce qui vous donne de plus en plus envie de dormir au fil de la journée. C'est elle qui rend la concentration de plus en plus difficile, de plus en plus coûteuse en effort mental. Mais voici la bonne nouvelle. Quand vous dormez correctement, les niveaux d'adénosine chutent à nouveau. Ils redescendent. Votre cerveau se nettoie littéralement de cette molécule. Résultat immédiat au réveil. Vous redevenez significativement plus alerte. Votre esprit retrouve sa clarté naturelle. Votre capacité de concentration revient à son niveau optimal. On peut visualiser l'adénosine comme une sorte de plafond pour votre budget d'attention quotidien. Plus elle s'accumule, plus ce plafond descend. Le sommeil le fait remonter. Maintenant, attention, cela ne signifie absolument pas que tout le monde doit obligatoirement étudier tôt le matin. Ce serait une erreur monumentale de comprendre ça comme une règle universelle. Certaines personnes sont naturellement plus efficaces l'après-midi, d'autres le soir. Certains apprennent même remarquablement bien très large dans la nuit. Je me souviens personnellement très clairement de mes années à l'université. Il m'arrivait régulièrement d'étudier entre 22h et 2h du matin. C'était mon rythme à l'époque. Aujourd'hui, ce ne l'a plus au cas. Mais cela démontre bien que chaque cerveau, chaque système nerveux a ses préférences naturelles, ses moments de pic de performance. En revanche, et c'est là que réside le point absolument crucial, le plus important de cette section, ce n'est pas l'heure exacte à laquelle vous étudiez qui compte le plus. Ce qui compte vraiment, c'est de choisir des créneaux horaires où vous savez pertinemment que vous devrez être pleinement concentré, complètement présent et surtout de les respecter religieusement. Soyons parfaitement réalistes et honnêtes. Si vous suivez des cours à l'université ou au lycée, vous êtes souvent contraint, prisonnier d'un emploi du temps qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas simplement aller voir votre professeur et lui dire « Désolé, mais je préfère que votre cours soit à 15h plutôt qu'à 9h parce que c'est à ce moment-là que mon cerveau performe maximum. » Ce serait ridicule, ce serait irréaliste. En revanche, et c'est là que se trouve votre marge de manœuvre, votre zone de contrôle, vous pouvez absolument décider du moment où vous étudiez en dehors des cours. Et là, vraiment, la recherche scientifique est cristalline, parfaitement claire, sans ambiguïté. Étudier à des heures régulières, consistantes, prévisibles, est extrêmement, massivement bénéfique. Laissez-moi vous raconter des exemples concrets. Exemple numéro 1, un premier bloc d'études le matin entre 8h et 10h, puis un deuxième bloc plus tard dans la journée, disons entre 17h et 19h. Exemple numéro 2, deux blocs concentrés tôt dans la journée, peut-être 9h à 11h, puis 13h à 15h. Exemple numéro 3, un bloc en fin d'après-midi et un autre en soirée. La combinaison exacte importe relativement. Ce qui compte absolument, c'est qu'elle soit cohérente et répétée jour après jour. Pourquoi ? Parce que votre cerveau fonctionne exactement comme pour le sommeil. Il s'adapte naturellement, biologiquement, à des rythmes réguliers. Votre exposition à la lumière naturelle, vos activités physiques, vos interactions sociales, vos repas, absolument tout cela programme progressivement votre cerveau à être actif, alerte, performant à certains moments de la journée et au repos, détendu à d'autres moments. Voici un principe absolument fascinant, presque magique.
Si pendant simplement 2 à 3 jours consécutifs, vous vous forcez, et oui, au début, il faut se forcer, à étudier à des heures précises et identiques, même si au début la concentration n'est pas parfaite, même si c'est difficile, votre cerveau et votre corps vont progressivement, naturellement, s'aligner sur ce rythme. Ils vont se synchroniser. Et petit à petit, généralement en moins d'une semaine, vous allez remarquer quelque chose d'absolument remarquable, presque miraculeux. Vous aurez besoin de beaucoup moins d'efforts conscients pour vous concentrer. Votre attention viendra plus naturellement, plus spontanément, simplement grâce à la régularité. Votre système nerveux aura appris, il aura intégré le pattern. Alors voici mon conseil pratique, concret, actionnable immédiatement. Accordez-vous ce temps d'adaptation de 2 ou 3 jours. Ne jugez pas la méthode dès le premier jour, c'est trop tôt. Donnez-vous une semaine complète. Ensuite, rendez ces moments absolument, totalement non négociables. Posez votre téléphone physiquement loin de vous, dans une autre pièce si possible. Prévenez explicitement votre entourage, vos amis, votre famille, que vous êtes complètement hors ligne pendant ce temps. Coupez le Wi-Fi si nécessaire, et si vos études ne l'exigent pas absolument. Éliminez méthodiquement, systématiquement, tout ce qui peut fragmenter, morceler votre attention. Puis, faites une chose simple mais extraordinairement puissante, revenez sans cesse, encore et encore, au contenu que vous devez étudier. Parce que oui, soyons honnêtes, se concentrer profondément n'est pas un état automatique, ce n'est pas un état par défaut. Et c'est probablement le message le plus libérateur, le plus important de cette vidéo entière. Apprendre à se concentrer est une compétence. Lisez cette phrase encore une fois, laissez-la pénétrer. La concentration est une compétence. Ce n'est pas un talent inné que certains possèdent et d'autres pas. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une loterie neurologique. Étudier efficacement n'est absolument pas un don réservé à une élite naturellement bénie. C'est une habitude entraînable. Une habitude qui peut s'acquérir très très rapidement si vous respectez 3 conditions simples. Condition numéro 1. Vous étudiez à des horaires réguliers, prévisibles, consistants. Condition numéro 2. Vous vous accordez 2 à 3 jours minimum pour permettre à votre système nerveux de s'adapter, de s'ajuster. Condition numéro 3. Vous maintenez ces horaires aussi souvent que possible, même le week-end si nécessaire, surtout à l'approche des examens ou de la fin du semestre. Avec le temps, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Votre système nerveux va littéralement, biologiquement, se reprogrammer pour apprendre et se concentrer au meilleur niveau précisément à ces moments-là. Votre cerveau va créer des associations puissantes. Il va anticiper. Il va se préparer chimiquement, neurologiquement. Il y a un dernier point absolument fondamental qui ressort de cette étude monumentale sur les étudiants en médecine les plus performants. Quand les chercheurs leur ont posé une question apparemment simple, « Pourquoi étudiez-vous autant ?» Leur réponse était extrêmement révélatrice, profondément instructive. Les meilleurs étudiants, ceux qui excellent véritablement, avaient tous une chose en commun, une vision claire à long terme. Ils comprenaient intuitivement, viscéralement, que leur réussite académique n'allait pas seulement influencer leurs notes du semestre prochain. Non, ils voyaient beaucoup plus loin. Ils comprenaient que leurs efforts d'aujourd'hui allaient transformer leur avenir professionnel, leur trajectoire de vie entière, leur capacité à subvenir aux besoins de leur future famille et, fondamentalement, la personne qu'ils allaient devenir. Ces étudiants n'avaient pas nécessairement un plan détaillé, millimétré, avec chaque étape précisément cartographiée pour les 20 prochaines années. Non, ce n'était pas ça du tout. C'était plutôt une vision globale, abstraite, mais puissamment aspirante. Une idée claire, presque viscérale, que leurs efforts quotidiens, leurs sacrifices présents, leurs heures d'études allaient fondamentalement, radicalement transformer leur futur. C'est précisément ce que j'apprécie énormément, ce que je trouve absolument remarquable dans cette étude monumentale. Elle ne se contente pas de parler froidement de statistiques, combien d'heures ils étudient par jour, à quel moment précis de la journée ils étudient, comment exactement ils éliminent les distractions. Non, elle touche aussi à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain,
leur moteur psychologique interne. Cette aspiration, cette vision, fonctionne comme une force magnétique puissante qui les tire constamment vers l'avant, qui les propulse, surtout précisément dans les moments difficiles, quand la motivation baisse dangereusement, quand la fatigue mentale s'accumule, quand le découragement frappe à la porte. Laissez-moi vous donner un contexte supplémentaire pour que vous compreniez vraiment le niveau d'exigence dont on parle ici. Dans le pays où cette étude spécifique a été menée, seuls les meilleurs des meilleurs, l'élite absolue, peuvent même accéder aux études de médecine. La sélection est féroce, impitoyable. Et pour certains de ces étudiants remarquables, ils doivent apprendre toute cette matière incroyablement complexe, dense, technique, dans une langue étrangère. Prenez un instant pour réaliser la difficulté monstrueuse de cette situation. C'est absolument totalement remarquable. J'ai moi-même des amis proches, des collègues brillants qui ont fait leur doctorat en Italie, dans leur pays natal, entourés de leur culture, de leur langue maternelle. Et pourtant, ils ont dû rédiger leur thèse entière, publier toutes leurs recherches scientifiques et soutenir leur dissertation finale devant un jury en anglais. Une langue qui n'était pas leur langue maternelle, une langue qu'ils maîtrisaient certes, mais qui n'était pas leur langage intime, celui dans lequel ils pensaient spontanément. Voilà le niveau d'exigence absolue dont on parle. Et pourtant, malgré cette difficulté monumentale, ces étudiants exceptionnels ne passent pas chaque jour à penser consciemment aux détails précis de l'impact futur de leurs efforts. Ils ne se lèvent pas chaque matin en se disant « Bon, aujourd'hui j'étudie parce que dans 15 ans je veux cette position, ce salaire, cette reconnaissance. » Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intégré. Ils savent simplement, profondément, ce qu'ils cherchent, ce à quoi ils aspirent, au-delà de simplement réussir leurs examens. En résumé, et c'est vraiment le cœur battant de tout ce système, les habitudes concrètes, le temps d'étude structuré, le focus radical, la régularité absolue et la vision intérieure, l'aspiration profonde, l'identité en construction, le sens donné aux efforts, ces deux dimensions forment ensemble un cadre complet, holistique, pour apprendre véritablement efficacement. C'est l'équilibre parfait, la symbiose idéale entre la discipline quotidienne rigoureuse et la vision à long terme inspirante. Mais maintenant, tout ce dont nous venons de parler en théorie doit impérativement se traduire par des actions concrètes, tangibles, mesurables au quotidien. Autrement dit, la question cruciale devient « Qu'est-ce que vous allez réellement faire chaque jour, chaque heure pour apprendre cette matière spécifique ?» Parce que voilà la vérité brutale. Les meilleures stratégies d'études du monde, même soutenues par des dizaines d'études scientifiques, ne servent strictement à rien si elles ne se transforment pas en petits gestes précis, en actions spécifiques, répétées religieusement jour après jour. Apprendre un concept aujourd'hui, maîtriser une notion demain, comprendre un mécanisme complexe après-demain. Et surtout, avancer pas à pas, pierre par pierre, vers les aspirations profondes, importantes, significatives que vous vous êtes fixées. Maintenant, parlons d'une nuance absolument essentielle, souvent négligée. Si vous aimez profondément, passionnément, viscéralement la matière que vous étudiez, alors cette dimension aspirationnelle dont nous venons de parler devient presque secondaire, presque accessoire. Quand la curiosité authentique est présente, quand la fascination est réelle, l'effort vient naturellement. Il ne demande pas de volonté héroïque, il coule de source. Je me souviens extrêmement clairement de mes années à l'université. C'est gravé dans ma mémoire. Il y avait certains sujets, certaines matières qui me fascinaient au point que je me disais constamment, presque obsessionnellement, c'est incroyable, c'est absolument la chose la plus passionnante, la plus extraordinaire que j'ai jamais apprise de ma vie. Je ressentais cette excitation électrisante pour énormément de thèmes variés. Les rythmes circadiens et leur influence sur absolument tous nos comportements, les rythmes saisonniers et comment notre corps s'adapte aux changements de saison, la mélatonine et ses effets mystérieux sur notre sommeil, les circuits neuronaux complexes qui sous-tendent chaque pensée, la dopamine et son rôle central dans la motivation et le plaisir. J'étais littéralement porté, transporté par l'enthousiasme pur. Les heures passaient sans que je me rende compte, j'oubliais de manger, j'oubliais de dormir, j'étais complètement absorbé.
Mais soyons parfaitement honnêtes, totalement transparents. Il y avait aussi, inévitablement, des cours où l'accroche était beaucoup plus difficile à trouver. Parfois simplement parce que la matière elle-même me parlait beaucoup moins naturellement. Elle ne résonnait pas avec mes centres d'intérêt profonds. Et c'est précisément dans ces moments-là, exactement dans ces situations inconfortables, que se rattacher fermement à un objectif plus grand, à une aspiration plus large, devient absolument essentiel. Parce que voilà la réalité brute, sans filtre. Vous n'allez pas aimer tous les sujets que vous devrez apprendre. C'est un fait. C'est inévitable. C'est la vie. L'anatomie peut vous ennuyer à mourir. Les statistiques peuvent vous sembler arides et sans intérêt. La thermodynamique peut vous paraître totalement abstraite et déconnectée de ce qui vous passionne vraiment. Et pourtant, avec le recul, avec la perspective que donne le temps, je peux vous dire quelque chose d'assez surprenant, presque paradoxal. Certains des cours dont je garde le meilleur souvenir, le souvenir le plus vivace, sont précisément ceux avec lesquels j'ai le plus lutté. Les cours qui m'ont forcé à développer de nouvelles stratégies d'apprentissage, les matières qui m'ont obligé à sortir de ma zone de confort intellectuel, les sujets qui m'ont poussé dans mes derniers retranchements. Ces luttes ont forgé quelque chose en moi. Elles m'ont transformé. Et cela nous amène maintenant à l'un des principes les plus puissants, les plus fondamentaux, les plus universels de l'apprentissage humain. Un thème absolument central ressort de absolument toutes les études scientifiques sérieuses et rigoureuses sur l'apprentissage efficace. L'apprentissage le plus efficace, le plus profond, le plus durable est celui qui demande un effort réel, tangible, inconfortable. Je sais parfaitement, personne n'a vraiment envie d'entendre ça. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas ce que promettent les publicités tape à l'œil sur Internet. Tout le monde rêve secrètement d'un état de flow permanent, magique, où l'information entrerait dans le cerveau presque par osmose, sans effort, sans friction, sans difficulté. Comme si on pouvait apprendre en dormant, comme si on pouvait maîtriser le calcul différentiel en écoutant passivement un podcast pendant qu'on fait la vaisselle. Il existe même des blagues récurrentes à ce sujet dans la culture populaire. Vous vous souvenez peut-être d'un vieux dessin animé mettant en scène Garfield, le chat orange paresseux. Il y avait un épisode où il parlait sérieusement d'apprendre par osmose. Et il y a cette vidéo absolument adorable devenue virale d'un enfant en classe, je crois que c'était quelque part en Chine, qui pose méthodiquement son manuel scolaire directement sur sa tête, les yeux fermés, espérant sincèrement, innocemment, que le contenu pénètre magiquement, directement dans son cerveau par simple contact physique. C'est mignon, c'est touchant, c'est hilarant. Mais voilà la vérité simple et brutale. Ça ne marche absolument pas. Mettre un livre sur sa tête fonctionne exceptionnellement bien pour exactement une chose, poser un livre sur sa tête. Mais ça ne fait strictement, absolument pas entrer l'information complexe, nuancée, structurée dans votre cerveau. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, dans une décennie ou deux, la technologie permettra effectivement de télécharger des connaissances complètes directement dans nos circuits neuronaux, comme dans Matrix, comme dans la science-fiction. Je connais le kung-fu. Mais aujourd'hui, maintenant, en 2024, et en réalité depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années même, une chose reste absolument, fondamentalement, universellement claire, l'effort conscient soutenu est la pierre angulaire, le pilier central de tout apprentissage authentique. Je sais que certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, ont probablement soupiré intérieurement en entendant cette vérité inconfortable. Peut-être espériez-vous secrètement que j'allais vous révéler une méthode miraculeuse, un hack mental, une astuce cachée pour étudier sans jamais ressentir la moindre difficulté, le moindre inconfort. Voici la bonne nouvelle, la vraiment bonne nouvelle. Je pense sincèrement pouvoir vous montrer comment rendre l'étude significativement moins pénible, moins épuisante, moins frustrante. Mais pour y arriver, pour vraiment bénéficier de ces stratégies, il faut d'abord absolument accepter une chose fondamentale. L'inconfort, la difficulté, la résistance font naturellement partie du processus d'apprentissage. Ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique. Avant d'aller plus loin dans notre exploration, je veux faire un petit test mental avec vous, un mini-quiz rapide. Pouvez-vous citer immédiatement, sans regarder vos notes, sans revenir en arrière dans la vidéo, 3 outils, 3 stratégies que les étudiants les plus efficaces utilisent régulièrement? Prenez un instant, réfléchissez vraiment. Personnellement, je peux en rappeler 3 immédiatement, sans aucune hésitation. Outil numéro 1.
Éliminez radicalement, systématiquement les distractions. Posez physiquement le téléphone loin de soi. Prévenir explicitement les autres qu'on sera totalement injoignable pendant le temps d'étude. Outil numéro 2, étudiez seul d'abord, dans l'isolement volontaire pour une concentration maximale, optimale, sans compromis. Outil numéro 3, enseignez activement aux autres ce que l'on a appris. Expliquer, reformuler, transmettre. Vous pouvez certainement, probablement en trouver d'autres. Peut-être vous souvenez-vous de la régularité des horaires, de la fragmentation des sessions, de la vision à long terme. Mais alors une question légitime se pose. Pourquoi est-ce que je fais ces petits quiz régulièrement tout au long de cette vidéo ? Ce n'est absolument pas pour vous piéger, vous mettre mal à l'aise ou vous évaluer comme si j'étais un professeur sévère. Non. En réalité, ces quiz apparemment simples servent à quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus puissant. La recherche scientifique en sciences cognitives est extrêmement claire, sans la moindre ambiguïté sur ce point précis. Le test, la récupération active d'informations, est l'un des outils les plus puissants, les plus efficaces, les plus transformateurs pour apprendre profondément. On a massivement tendance, culturellement, socialement, à penser que les tests servent uniquement, exclusivement, à mesurer ce que l'on sait déjà, à évaluer, à noter, à classer, à juger. Mais voilà la vérité révolutionnaire, contre-intuitive, les tests sont surtout, principalement, un outil extraordinaire de construction du savoir lui-même, pas seulement un thermomètre, un catalyseur. Se tester activement, régulièrement, permet 3 choses absolument cruciales. Premièrement, renforcer massivement, exponentiellement la mémoire à long terme. Chaque fois que vous récupérez activement une information de votre mémoire, vous la gravez plus profondément dans vos circuits neuronaux. Deuxièmement, consolider véritablement les connaissances, les transformer de souvenirs fragiles, volatiles, en structures mentales solides, durables, résistantes. Troisièmement, lutter activement, efficacement contre l'oubli naturel, contre cette tendance terrible et inévitable du cerveau à effacer progressivement ce qu'il n'utilise pas régulièrement. S'il n'y avait vraiment qu'un seul outil d'apprentissage, une seule stratégie solidement, massivement, indiscutablement soutenue par des décennies de littérature scientifique rigoureuse dans des dizaines de laboratoires à travers le monde entier, ce serait précisément celui-là, se tester régulièrement, fréquemment, systématiquement. Alors oui, je sais, les quiz peuvent sembler simplistes, basiques, presque enfantins, voire inutiles à première vue, mais ils accomplissent exactement, précisément, ce que votre cerveau a biologiquement, neurologiquement besoin de faire pour transformer l'information temporaire fragile en connaissance permanente, robuste, utilisable. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les stratégies des meilleurs étudiants. Prenons un moment pour récapituler l'ensemble du système, pour voir la forêt après avoir examiné chaque arbre. En résumé complet, voici le cadre holistique pour un apprentissage véritablement transformateur. Premièrement, concernant la passion et la motivation. Aimez profondément, passionnément la matière chaque fois que c'est humainement possible. Cherchez ce qui vous fascine. Creusez pour trouver l'angle intéressant, même dans les sujets apparemment arides. Mais quand l'amour spontané n'est pas là, quand la passion ne vient pas naturellement, accrochez-vous fermement à une vision plus grande, plus significative, plus inspirante que simplement réussir cet examen. Deuxièmement, concernant l'attitude face à la difficulté. Acceptez pleinement, consciemment, la difficulté comme un signal positif, comme un indicateur que votre cerveau est en train de construire activement de nouvelles connexions neuronales. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être, à la limite de votre zone de confort, là où la grand-cise réelle, la transformation authentique se produit. Troisièmement, concernant la pratique quotidienne. Testez-vous souvent, fréquemment, systématiquement, sans relâche. Pas seulement la veille de l'examen, pas seulement quand vous sentez que vous êtes prêt, mais régulièrement, constamment, comme une habitude aussi naturelle que se brosser les dents. Forcez votre cerveau à récupérer activement l'information. C'est précisément dans cet effort de récupération que la magie opère, que la transformation se produit. Quatrièmement, concernant l'organisation pratique. Planifiez vos sessions d'études comme des rendez-vous sacrés, non négociables. Inscrivez-les dans votre agenda avec la même rigueur qu'un rendez-vous médical important. Éliminez impitoyablement, radicalement, toutes les distractions. Téléphone éteint et physiquement éloigné. Notifications désactivées. Environnement contrôlé. Étudiez seul d'abord, dans la solitude volontaire et productive, pour ancrer profondément la concentration. Fragmentez intelligemment votre temps en sessions de 2 à 3 heures maximum, jamais en marathons épuisants de 8 heures d'affilée. Cinquièmement, concernant la régularité. Maintenez des horaires consistants.
prévisible, répété. Laissez votre système nerveux s'adapter, s'optimiser, se synchroniser sur ces rythmes. Accordez-vous 2 à 3 jours minimum pour que cette adaptation biologique se produise. Ne jugez pas la méthode trop rapidement. Sixièmement, concernant l'enseignement. Enseignez activement ce que vous apprenez. Expliquez à d'autres, reformulez avec vos propres mots. C'est dans l'enseignement que vous découvrirez vos véritables lacunes, que vous solidifierez votre compréhension, que vous transformerez la connaissance superficielle en maîtrise profonde. Et finalement, la vision globale. Ne perdez jamais de vue pourquoi vous faites tout cela. Pas juste pour une note, pas juste pour un diplôme, mais pour la personne que vous êtes en train de devenir, pour le futur que vous êtes en train de construire, pierre par pierre, effort par effort. C'est l'équilibre parfait, l'harmonie idéale entre la discipline quotidienne rigoureuse, les habitudes concrètes, les actions mesurables, les efforts répétés, et la vision à long terme inspirante, l'aspiration profonde, le sens donné au sacrifice, la transformation personnelle. Ces 2 dimensions ne sont pas en opposition. Elles ne sont pas alternatives. Elles sont complémentaires, synergiques, mutuellement renforçantes. La discipline sans vision devient mécanique, vide, épuisante. Vous tenez peut-être quelques semaines, mais vous finirez par craquer. La vision sans discipline reste un rêve flou, une aspiration abstraite qui ne se matérialise pas concrètement. Mais ensemble, fusionnée, intégrée, elle crée une force absolument irrésistible. Alors maintenant, voici la vraie question, la seule qui compte vraiment. Qu'allez-vous faire concrètement aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines heures? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand j'aurai le temps. Aujourd'hui. Allez-vous choisir un créneau horaire fixe pour votre première session d'études, un moment précis, non négociable? Allez-vous physiquement éloigner votre téléphone, le mettre dans une autre pièce, éliminer cette source majeure de distraction? Allez-vous identifier un concept que vous avez appris récemment et essayer de l'expliquer à quelqu'un, ou même simplement à voix haute pour vous-même? Allez-vous vous tester sur la matière que vous pensez maîtriser pour découvrir vos véritables lacunes cachées? Parce que voilà la vérité brutale, finale. Savoir tout cela ne change absolument rien si vous ne passez pas à l'action. Vous pouvez connaître toutes les stratégies du monde, vous pouvez avoir lu toutes les études scientifiques, vous pouvez comprendre parfaitement tous les mécanismes neurologiques. Mais si vous ne transformez pas cette connaissance en action concrète, répétée, quotidienne, rien ne changera. Alors voici mon défi pour vous, tout de suite, maintenant. Choisissez une seule habitude parmi celles dont nous avons parlé. Une seule, et engagez-vous à l'appliquer pendant les 3 prochains jours. Pas 10 habitudes, une seule. Peut-être ce sera d'étudier tous les jours à la même heure, peut-être ce sera d'éliminer votre téléphone pendant l'étude, peut-être ce sera de vous tester au lieu de simplement relire passivement. Une habitude, 3 jours, c'est tout ce que je vous demande. Parce que c'est comme ça que commence la transformation réelle, pas par des révolutions spectaculaires, mais par de petits changements consistants, répétés, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Vous avez maintenant toutes les clés. Vous connaissez les stratégies des meilleurs étudiants, scientifiquement validées, testées sur des centaines d'étudiants performants. La seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire ? J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné non seulement des connaissances, mais aussi l'inspiration et la détermination pour transformer votre façon d'apprendre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis qui en auraient besoin et à vous abonner pour plus de contenu basé sur la science de l'apprentissage. Le lien vers l'étude complète dont nous avons parlé est dans la description. Allez la lire, plongez dans les données, devenez votre propre expert. Et surtout, passez à l'action. Maintenant. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos études. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Vraiment. À très bientôt.